Ces images, je les ai filmées à Rouen en 1997, alors que j'étais caméraman sur le procès de la Josacine empoisonnée. En dépit du doute que beaucoup ont éprouvé, cet homme a été condamné à 20 ans de prison. Après 12 ans derrière les barreaux, aujourd'hui il est libre, mais le doute, lui, est toujours lancinant. L'affaire de la Josacine empoisonnée, c'est d'abord et avant tout le décès d'une petite fille de 9 ans, Émilie, intoxiquée par du cyanure. Le 11 juin 1994, Émilie vient passer le week-end chez un camarade de classe dans la famille Tocqueville. Ils habitent à Gruchet-Valas dans le pays de Caux. Leur logement jouxte la mairie de Gruchet. Émilie est sous traitement pour une bronchite et doit prendre 2 médicaments que sa maman lui a confiés, de l'Exomuc et de la Josacine. Elle les prend vers 20h et à 20h15, la petite fille s'écroule. Le SAMU intervient dans les minutes qui suivent. L'enfant est dans un état d'une extrême gravité. Elle est emmenée à l'hôpital où elle décédera vers 22h30. Dans les jours qui suivent, les analyses démontreront que la cause de la mort est due à une ingestion de cyanure. Or, le flacon de Josacine apporté à l'hôpital contient du cyanure. L'affaire de la Josacine déferle sur les écrans. Nous venons de recevoir, et je vais vous le communiquer, l'appel d'un laboratoire pharmaceutique, le laboratoire Belon, à propos de l'antibiotique Josacine en suspension buvable. Une personne qui utilisait cet antibiotique est décédée et le laboratoire demande aux personnes qui éventuellement utiliseraient l'antibiotique de suspendre tout de suite leur traitement et de ramener les flacons chez les pharmaciens. Un vent de panique se propage en France. La présence de cyanure déclenche l'ouverture d'une enquête criminelle. Pour les autorités, un spectre hante tous les esprits, celui d'une nouvelle affaire Grégory. Une affaire ultra-médiatique et non élucidée. La presse s'est ruée dans mon bureau, vous l'imaginez bien. Le journaliste m'a dit, M. Bouquer, il faut que vous communiquiez sur cette affaire. Je leur dis à tous, eh bien écoutez, je vais communiquer à une condition. C'est que tous, vous me promettiez qu'on ne va pas être aussi mauvais que dans l'affaire de Grégory. Après avoir étudié de nombreuses pistes, les gendarmes découvrent au détour d'une écoute téléphonique qu'un homme de 43 ans, ambitieux, dynamique, adjoint au maire de Gruchet, chef d'une petite entreprise d'imagerie industrielle dont les locaux communiquent eux aussi avec la mairie, s'est procuré du cyanure 1 mois avant les faits. Or l'homme est, ou du moins a été récemment, l'amant de Madame Tocqueville. Il a donc un mobile, se débarrasser du mari. Le 26 juillet suivant, il est placé en garde à vue et questionné sur son achat de cyanure, il ment durant presque toute la nuit. À l'aube, il finit par avouer qu'il a acheté ce cyanure pour effectuer des traitements de surface de métaux et qu'il s'en est débarrassé lorsqu'il a appris que la petite fille était morte à cause du cyanure. Pour les enquêteurs, il n'y a plus aucun doute sur sa culpabilité. Pour eux, il s'agit d'un crime passionnel raté, avec erreur sur la victime. J'étais directeur d'enquête, j'ai fait ouvrir 12 pistes, dont celle, il faut le faire, tu gamine de 9 ans, du suicide. Donc j'ai balayé les parents, les grands-parents, les amis, etc. On a tout fermé, on a tout. La seule piste qui a tenu la route, c'est celle de Perrois, et en plus avec des analyses qui nous ont confortés. Il était là ce jour-là. Il savait que comment il s'appelle, le Tocqueville était malade parce que Madame Tocqueville le lui avait dit le matin, étant donné qu'il préparait le lendemain, le dimanche, il y avait les élections régionales, etc., etc. Donc il était là dans le créneau qu'il fallait. Je veux dire, si vraiment il est innocent, ben écoutez, si un jour je vais au ciel ou en enfer, je vais être condamné à tous les maux de la terre. Quand l'instruction lui a dit, bon, voyez, monsieur le procureur vous demande à ce que je vous place en détention, et je me souviendrai toujours, il a regardé ses pieds et il a dit, comment peut-on penser que moi j'aurais voulu tuer un enfant? J'ai compris ce jour-là qu'il était coupable. Bien sûr qu'il n'a jamais voulu tuer un enfant. Bien sûr. C'était pas le sujet. L'ouverture à Rouen du procès de la Josacine, ou plus précisément de Jean-Marc Duperroy, accusé d'empoisonnement avec préméditation et qui nie toute responsabilité dans la mort tragique de la petite Émilie. Compte rendu de cette première audience, Dominique Verdeillan, Vincent Maillard. 1009 jours de prison. Jean-Marc Duperroy a compté. Il le dit devant la cour d'assises. Laissez-moi, murmure l'accusé devant la presse, car depuis 3 ans, l'homme crie son innocence. Innocent ou coupable?
Tout un village de Seine-Maritime se divise sur cette énigme. Le couple Tocqueville, par exemple, chez qui la petite Émilie est morte, aujourd'hui, tout les sépare. Jean-Michel accuse son rival d'avoir voulu l'éliminer, tandis que son épouse, Sylvie, croit toujours en l'innocence de son ami. Essayez de vous imaginer à notre place et vous connaîtrez la réponse. Tous se retrouvent sous les dorures de la salle d'audience. La tension est visible. On s'observe. On se dévisage. On détourne le regard. De l'incompréhension au doute, les jurés ont 3 semaines pour avoir une certitude. Au travers d'une affaire extraordinaire. C'est la chose la plus vieille du monde. On se débarrasse du rival, de celui qui vous empêche de vivre votre amour fou, votre amour passionné. C'est vieux comme le monde. Et pourtant, durant ces 3 semaines d'audience à Rouen, cette thèse de la passion dévastatrice m'a paru fort peu crédible. La relation de l'adjoint au maire et de la secrétaire de mairie, consommée lors d'une seule et unique occasion, était en voie d'extinction. Jean-Marc de Perrois s'était expliqué avec le mari. Pour moi, plusieurs éléments décidément ne collaient pas. Par exemple, personne n'expliquait de manière convaincante comment le cyanure du flacon de Josacine pouvait être à ce point dégradé, alors que de Perrois disposait d'un cyanure neuf. La défense de l'accusé, quant à elle, tente de laisser planer des doutes sur l'éventuelle culpabilité de la famille et même de la maman de la petite fille. Comme souvent, une partie de la presse et du public se comporte de manière honteuse vis-à-vis des parents d'Émilie. Le procès devient extrêmement tendu. C'est vrai que la façon dont les débats se déroulent font qu'il y a 2 sentiments qui s'éveillent en nous, en moi. D'une part, de me retrouver face à un procès présidé à charge. Et deuxièmement, en revanche, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'effectivement, il y a un doute qui s'installe. Et selon la formule, le doute doit profiter à l'accusé. Et donc, c'est vrai que, à la fois, on se dit, on ne peut pas aller vers une condamnation. À la fois, on se dit aussi, et ça a dû jouer évidemment en ligne de compte dans la tête des jurés, la mort de la petite Émilie ne peut pas rester impunie. Et ça, c'est évidemment un élément très important, peut-être, pour expliquer le verdict. La partie civile procède donc par élimination. Il n'y a qu'un coupable possible et il est dans le box. Faute de preuves, on ne peut qu'échafauder un scénario et les 12 jurés devront donner le mot de la fin, condamner ou acquitter. J'avais l'impression qu'avant d'entrer en audience, les jeux étaient faits. Autrement dit, j'avais une impression extrêmement inconfortable d'agir en tant que défenseur pour rien. On était déterminé, et chez le juge d'instruction, et au niveau de la chambre d'accusation, et peut-être au niveau des assises, on était déterminé à la condamnation. Comme j'ai dit à Maître Liebman, j'ai dit, quand on a 6 numéros et le complémentaire, on a gagné le gros lot. Parce qu'il m'a dit, il n'y a pas de preuves. J'ai dit, si, il y a pas de... J'ai dit, il y a ça, ça, ça et ça. J'ai dit, ça fait tant de preuves. J'ai dit, plus de complémentaires. J'ai dit, on a gagné le gros lot. Je lui ai dit aux assises. Il n'était pas content. C'est son problème. Hein. Moi, je lui ai dit ce que je pensais. Après 3 semaines d'audience, il est plus de minuit quand le verdict tombe. Jean-Marc de Perrois est déclaré coupable et condamné de manière définitive à 20 ans de prison. C'est un coup de massue dans la salle d'audience. Je me souviens effectivement aussi d'avoir vu des confrères prendre à partie la cour, le président. Il y avait vraiment les pros et les anti de Perrois. Et donc cette tension qui avait séjourné pendant toutes ces audiences, elle éclate au moment du verdict, parce qu'en plus il est très tard, qu'il est rendu d'une façon évidemment comme toujours très brutale, et donc quelque chose de totalement irréel, avec des confrères qui vont aller voir Madame de Perrois en lui disant on va pas vous oublier, on reste avec vous. C'était quelque chose d'hallucinant. Et c'est vrai que je n'ai jamais vu en 23 ans de chronique judiciaire. Après le verdict, juste après le verdict, on a eu, ils l'ont laissé, il est venu nous embrasser. Et ça, c'est gravé. On me dit,
Papa, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça, c'est des choses. J'ai pensé jusqu'au bout, jusqu'au moment où le président s'est mis debout pour lire la décision, j'entendais l'acquittement. Quand j'ai entendu la condamnation, je suis tombé. On m'a ramassé. On m'a donné des médicaments parce que j'étais HS, quoi. Hein. Je n'étais plus moi-même. Lorsqu'il a fallu que j'aille au parloir, on me guidait parce que je ne savais pas retrouver, je ne savais pas qui j'étais, quoi. Hein. Je crois qu'il y a eu peur que je me suicide. Mais moi, je ne voyais rien, quoi. J'étais dans le brouillard total. Durant les années qui suivent, le verdict continue de diviser l'opinion publique et les journalistes. Le doute est tellement inconfortable. Il y a ceux qui sont convaincus par la culpabilité, ceux qui sont convaincus par l'innocence et ceux qui changent de conviction. Cette affaire est intéressante parce qu'il y a eu quand même quelques mea culpa, et notamment celui de Frédéric Lantieri, qui dans Elle avait fait un article à décharge contre De Perroy et à charge contre l'enquête avant le procès, et qui après le procès vient écrire dans le même journal « Pardon, je vous ai enfumé, je me suis fait enfumer, je vous ai trompé ». Je trouve ce geste journalistique d'une très grande puissance, d'une très grande honnêteté. Après le procès, en fait, j'ai des longues discussions avec une amie qui est journaliste à l'Express, qui s'appelle Anne-Marie Casteret. Et à un moment donné, on passe pratiquement une journée entière avec un grand scientifique d'université qui est spécialiste du cyanure et qui répond, en fait, petit à petit à toutes mes questions. C'est-à-dire que toutes les questions que je me pose, à ce moment-là, il y répond. Et son mot de fin est absolument sans appel. Et il dit, si ce n'est pas le même cyanure, je ne sais pas en quoi il faut croire. Cet universitaire, nous n'avons pas pu le retrouver. En revanche, un des 3 experts du procès de Rouen continue d'affirmer que les impuretés du cyanure constituent une signature de l'origine du produit, compatible avec le cyanure acheté par De Perroy. On a pu conclure finalement qu'effectivement, à l'identité du lot par rapport à celui qui a été retrouvé dans le flacon de Josacine. C'est-à-dire, effectivement, c'est bien le cyanure qui correspond à ce lot-là. Pour d'autres experts que nous avons sollicités, les choses sont beaucoup moins évidentes, notamment à cause de la présence dans le flacon empoisonné du cyanure et de la josacine, mais aussi des 2 eaux qui ont servi à mélanger ces 2 poudres. Eh bien, on a 4 éléments ici, avec possiblement plein de ces traces, éléments traces qui auraient pu être ajoutés. Donc il est difficile, à mon avis, de parler d'une signature dans ce contexte-là. Au fond, l'affaire de la josacine empoisonnée est une affaire criminelle plutôt simple. Les preuves sont accablantes, le coupable est vite désigné. Non, ce qui en fait une affaire exceptionnelle, c'est la manière dont les habitants de ce pays refusent encore aujourd'hui d'admettre ce qui pour la justice est une évidence. Dans mon esprit, et d'ailleurs tout au long de ces 11 années de faits divers, la vérité judiciaire est consubstantielle de la vérité. Dans une société, il ne peut pas y avoir d'autres règles que de penser qu'à un moment donné, on dit la vérité judiciaire, et pour la société, c'est la vérité. Tant qu'on n'a pas prouvé l'inverse de la vérité judiciaire telle qu'elle s'est exprimée. Et à ce jour, on n'a pas prouvé l'inverse. Je suis, à titre personnel, assez convaincu par le dossier d'enquête tel qu'il a été présenté au procès. Douter de la culpabilité de Jean-Marc De Perroy, c'est aussi douter de son innocence. Les éléments à charge du dossier affirment par exemple qu'il n'avait pas l'utilité du cyanure pour son activité professionnelle.
Or, dans l'index Merck, la Bible de la chimie, il est expressément fait référence au traitement de surface des métaux. Par ailleurs, l'accusation insiste sur le fait que de Perroy a jeté son cyanure dans la Seine la veille du jour où est rendue publique la nature du poison retrouvé dans la josacine. Nous devons néanmoins constater que la date de ce geste ne nous est connue que par ses propres déclarations. Il aurait pu donner une date ultérieure. Lorsque le vendredi, je partais travailler, Sylvie Tocqueville m'a appelé en me disant, parce que le maire n'était pas là, je dois partir de la mairie, je suis placé en garde à vue, ils ont trouvé du cyanure dans la josacine. Voilà, donc, et moi je me suis dit, mais j'ai du cyanure à l'entreprise, il est là depuis 2 mois, puisque j'ai fait mes essais, on va dire au mois de mai, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc il était là, il servait à rien, et je me dis, mais bon, il ne faut pas que je garde ça. Donc je m'en suis débarrassé, oui. J'aurais dû le garder, et j'aurais dû aller voir les gendarmes en leur disant, tenez, voilà, j'ai du cyanure, regardez. Comment fait-on pour être certain ? Il est innocent, il est coupable, c'est sûr, à 100%. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Cette citation de Nietzsche se trouve dans le livre d'un journaliste du Monde, Jean-Michel Dumay, qui, davantage que moi encore, fut ébranlé par le verdict de Rouen. Il entreprend alors un travail d'examen inégalé du dossier et publie en 2002 une contre-enquête qui, quoi qu'on en pense par ailleurs, est exemplaire dans sa rigueur méthodologique. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir ce que les gens qui avaient été au plus près du drame, le samedi soir, avaient vécu. Et je me suis assez vite rendu compte, en écoutant les gens qui étaient intervenus, et notamment le personnel médical qui était intervenu le soir du drame, qu'ils n'avaient pas été informés des faits tels qu'ils nous avaient été présentés au moment du procès. Il y avait des dissonances entre ce que on nous disait au moment du procès, en clair que cet enfant avait pris un médicament qu'elle n'avait pas trouvé bon, comme beaucoup d'enfants ne trouvent pas bon leur médicament, mais qu'au-delà, elle s'était précipitée au robinet, qu'elle s'était plainte de brûlures, voire même qu'elle avait craché dans l'évier de la cuisine, alors qu'en fait, je m'apercevais en interrogeant aussi bien l'infirmier et le médecin qui étaient intervenus, que lorsqu'ils étaient intervenus, on ne leur a pas décrit cet événement-là aussi dramatique que cela. Le problème de cette intervention-là, c'est qu'on n'a pas eu, à notre avis, au bon moment, les bonnes informations. Parce que nous, on partait sur une enfant qui avait eu un choc à la tête. Bon, à part un petit choc dans le grenier qui n'a aucune importance. Il n'y a rien d'autre qui a été retrouvé. Et puis après, sur les lieux, très vite, on s'est rendu compte que l'enfant s'engageait, donc on partait vers des catastrophes. Et à ce moment-là, on a évoqué une rupture d'anévrisme cérébral. Et en fin de compte, c'était pas ça du tout. Bon, et puis dans l'interrogatoire, jamais on nous a dit que l'enfant avait été se précipiter, comme on a dit après, se rincer la bouche. Des trucs qui ont été manifestement ajoutés, parce que nous, ça a été très clair. On a essayé, avec le docteur Enaf qui était là, on a essayé d'en savoir un peu plus clair là-dessus. Et les gens étaient très précis, quoi. Bon, elle a pris son antibiotique, point barre, quoi. Elle serait rincée la bouche. Bon. Oui, en disant il y a quelque chose qui ne va pas, ça aurait éveillé votre attention, sans doute. Bah oui, là on ne serait pas parti sur un truc normal, là il y aurait eu une suspicion. Nous on est parti, il n'y avait pas de suspicion sur le flacon, quoi. La preuve c'est qu'on l'a laissé à domicile. En reprenant à nouveau la chronologie, mais pas à pas, heure après heure, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on avait appelé les faits au moment du procès était la combinaison de 2 choses. D'une part, que cet enfant était décédé d'une intoxication au cyanure, le médecin légiste l'a confirmé, et d'autre part qu'on avait amené, que les enquêteurs disposaient auprès d'eux d'un flacon qui était empoisonné. Et en fait, c'est le médecin légiste qui va agglomérer ces deux faits en disant « cet enfant est décédé d'une ingestion de cyanure contenue dans un flacon ». Mais en fait, l'enquête à ce stade-là aurait dû se poser la question de savoir à quel moment
le poison, si vous voulez, avait été mis dans le flacon. Émilie a pris la josacine dans le salon devant les enfants et Sylvie Tocqueville, puis s'est rendue dans la cuisine où se tient Jean-Michel Tocqueville. Comme beaucoup d'enfants, Émilie n'aimait pas prendre ses médicaments. La maman d'Émilie l'a dit dans la procédure aux enquêteurs, et elle avait dit même que le matin, pour faire passer le goût de sa josacine, elle avait pris un jus de pomme pour faire passer ce mauvais goût. Bon, donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle a pris derrière pour faire passer ce goût-là? Est-ce qu'elle a pris un verre d'eau? Est-ce que c'était vraiment de l'eau? Est-ce que c'était... Donc moi, j'ai émis cette hypothèse que ça pouvait éventuellement être une substance toxique, et contenant du cyanure, bien évidemment. L'hypothèse de Jean-Michel Dumay est que Jean-Michel Tocqueville aurait pu, par peur d'avoir à l'assumer, camoufler cette intoxication accidentelle dans sa cuisine. Le soir du drame, à 20h15, affolés, ne parvenant pas à joindre les parents de la petite fille, les Tocqueville appellent un ami commun, Denis Lecointre, qui se rend immédiatement chez eux. À 21h, la petite fille est emmenée à l'hôpital. Sylvie Tocqueville suit l'ambulance avec sa voiture. À 22h, ne comprenant pas l'origine du problème, les médecins demandent que l'on apporte le flacon de josacine à l'hôpital. C'est Denis Lecointre qui l'apportera vers 23h. Les deux hommes seront donc restés seuls avec le flacon durant près de 2 heures. Denis Lecointre est technicien chimiste à l'usine Oril de Bolbec, à 2 pas de Gruchet, au cœur de ce bassin de l'industrie chimique. C'est une usine de synthèse pharmaceutique qui utilise à cette époque plus de 7 tonnes de cyanure de sodium par an, acheté auprès du même fournisseur que celui que s'est procuré Jean-Marc de Perrois. Il est alors largement reconnu que du cyanure sort clandestinement de l'usine, notamment pour se débarrasser des animaux nuisibles. Denis Lecointre le reconnaît dans ses déclarations aux gendarmes. Il indique également avoir dit à Jean-Michel Tocqueville, qui évoquait souvent cette idée noire, que, pour le suicide, le cyanure était radical. Il précise néanmoins ne jamais lui en avoir donné. Dans le dossier, qui était un volumineux dossier de 10 000 pages à peu près, je vais découvrir des écoutes téléphoniques, dans lesquelles, très clairement, Denis Lecointre dit à Jean-Michel Tocqueville qu'il va passer à la télé, lui, pour être précis, tu vas passer à la télé, toi, avec ton produit que tu as mis dans la josacine. Bon, sans extrapoler sur ce que signifiait cela, je me suis rendu compte que dans le dossier, lors des gardes à vue, en tous les cas dans la procédure papier, à aucun moment, il n'y a de question sur cette écoute téléphonique. À aucun moment, un gendarme n'est venu demander « vous dites ça dans cette écoute, on vous a intercepté, on a intercepté ». Qu'est-ce que ça signifie? Il faut qu'on sache, hein. Ah, ok. Faut qu'on sache, hein. Ok. Hein? Oui. Parce que tout à l'heure, tu vas passer à la télé, toi, avec ton produit que tu as mis dans la josacine. Ouais, ok. Parce que eux, ils vont sortir que des flacons qui sont bons, hein. S'ils enlèvent un... Bah oui, ils vont te sortir le truc... non, parce qu'ils ont mis des numéros d'appel et tout, etc., pour les gens qui veulent appeler, qu'on a un traitement en cours, etc. Donc il y a quand même un problème, c'est qu'au niveau du spectre, ils n'ont pas trouvé de la... Ils n'ont pas trouvé du stop, quoi. Hein? Si on se replace à cet instant où on annonce à la télévision qu'on retire la josacine du marché, théoriquement, Jean-Michel Tocqueville doit être complètement soulagé, parce que ça veut dire que les enquêteurs, très clairement, et le laboratoire, se posent la question de savoir si c'est pas un problème dans la... Oui, on va pas arrêter une chaîne de fabrication, ça a coûté beaucoup d'argent au laboratoire Belon à l'époque, on n'arrête pas ça comme ça. Et dans le même temps, quelqu'un dit très clairement, tu vas passer toi à la télé avec ton produit que tu as mis dans la josacine. S'appuyant sur ces écoutes téléphoniques et sur la contestation des expertises du procès de Rouen, les avocats de Jean-Marc de Perrois vont déposer une première requête en révision. Elle est rejetée, mais le malaise soulevé par le travail de Jean-Michel Dumay va réactiver le doute, empêcher l'oubli. Les déclarations du couple Tocqueville ne cessent d'évoluer. D'abord sur les événements eux-mêmes au soir du 11 juin. Ensuite, pour ce qui concerne Jean-Michel Tocqueville, sur la culpabilité même de Jean-Marc de Perrois. Il est exact que j'ai eu une relation d'un soir avec M. Desperrois et les gendarmes ont toujours imaginé que c'était une liaison qui durait. Dans le temps, donc, le scénario était bon. M. Desperrois voulait se débarrasser du mari gênant. Un truc énorme, quoi. Qui est faux. Je ne suis pas la maîtresse de M. Desperrois et on est certain qu'il est hors il n'est pas du tout responsable de la mort de cet enfant. Avec les éléments que nous avons eus suite à l'enquête, il est évident qu'aujourd'hui, il est très difficile de croire que M. Desperrois est innocent dans cette affaire. Les Tocqueville se sont séparés peu de temps après le procès de Rouen et aujourd'hui, ils ne souhaitent plus du tout s'exprimer. Jean-Michel Tocqueville n'a jamais été inquiété à la suite de cette hypothèse qui reste celle de Jean-Michel Dumay.
Ce dernier, en revanche, sera poursuivi pour diffamation, mais il gagnera en appel, le tribunal du Havre reconnaissant le sérieux et la rigueur de son travail. Au procès du Havre, avec Jean-Michel Dumay, où la présidente, ou le président, je ne sais plus, la présidente demande à Madame Gibault, est-ce que vous pensez que... Serait-il plausible, exactement la question. Serait-il plausible, madame, que ce soit votre mari? Voilà exactement la question que l'avocat de M. Dumay lui a posée. Vous savez, elle a répondu? Oui. Oui, mais elle a répondu. Si, elle a répondu, mais un tout petit oui. Tout petit. Oui. Et la présidente lui a dit, voudriez-vous répéter? Et elle a répété, oui, c'est plausible. Alors là, on me l'a donné, je la démolissais dans la main. Parce qu'il y a 12 ans de prison, hein, et l'opprobre, quand même, hein. On ne se remet jamais de 12 ans d'incarcération. Toutes les nuits, entre 2 et 3 heures, je me réveille. C'est le cycle qu'on vous impose là en détention parce que vous devez signaler que vous êtes en vie et qu'on vous demande de bouger. Les clés, c'est infernal. Le bruit d'une clé est quelque chose qui réveille en moi des moments terribles. Et en fin de compte, c'est pas l'incarcération qui est compliquée, c'est le fait qu'on vous mette en prison parce qu'on dit de vous que vous avez tué quelqu'un, une petite fille en l'occurrence. C'est dramatique. Dans la cellule où j'étais prêt à l'instant à partir. Tout était en caisse. Je n'ai jamais, je me suis pas installé comme les gens s'installent en détention. Hein. Les gens mettent des photos au mur, enfin bon, essayent de recréer quelque chose qui puisse le rappeler, ou de moins d'avoir moins d'agression, ou de moins, parce que le système est agressif quand même. Mais je me suis jamais installé, j'ai toujours été prêt à partir. Quand on sort de détention, on a eu 12 ans de privation de liberté, on est paumé. Il y a les repères géographiques, il n'y a plus rien, quoi. Je me souviens que les premières fois, je marchais dans Paris, et le plaisir de se dire, c'est moi qui décide quand je fais demi-tour. Ce moment de liberté de dire, je fais 2 mètres, et je fais demi-tour, ou je fais 3 mètres, ou 1 heure de marche, et c'est moi qui décide quand je fais demi-tour. C'est pas le système qui m'impose de revenir. Et ça, ces moments de liberté, vous les mesurez. Professionnels de la justice, témoins, journalistes, il est impossible de se confronter à une affaire comme celle de la Josacine empoisonnée sans prendre en compte l'émotion qu'elle suscite. Avant tout parce qu'une petite fille n'est plus là. Faut-il l'écarter ou au contraire l'assumer, la prendre en considération? À titre personnel, ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué mon entourage également, qui n'entendait parler que de mes questionnements internes, de ces fameuses écoutes téléphoniques, et puis chaque fois que je trouvais quelque chose, c'était devenu par moments obsessionnel est peut-être fort, mais enfin bon, je me posais beaucoup de questions sur cette affaire, et j'avais parce qu'à l'époque en plus, faut pas oublier que Jean-Marc de Perrois purgeait sa peine, et donc pour moi il y avait un homme en prison qui n'avait rien à faire en prison à mon avis, qui avait été injustement emprisonné, et voilà, j'étais travaillé par ça. Je suis hanté par des fantômes, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je sors de la salle d'audience, ce n'est pas parce que, comme on dit un peu vulgairement, j'ai pissé ma copie, ce n'est pas parce que j'ai fait mon sujet que je baisse le rideau de fer. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre d'affaires, et l'affaire de Perrois en fait partie,
l'affaire Émilie Tanet en fait partie, elles sont toujours présentes à ma mémoire. On ne peut pas oublier ces affaires-là. Moi, j'ai pleuré au moment du verdict. Beaucoup me l'ont reproché, peut-être encore certains me le reprochent. Quand on est journaliste, on n'en reste pas moins humain, et dans n'importe quelle circonstance, dans des zones de conflit, face à des situations de précarité sociale, enfin, on est toujours amené, là, en l'occurrence face à une injustice, on peut être... Enfin, je revendique le droit à avoir une émotion de cette nature. Après, le travail que j'ai mené a été pour moi l'occasion de mettre à distance cette émotion-là. Et j'allais dire, je le faisais, j'essayais d'être d'autant plus rigoureux que l'émotion, elle était née de faculté de raisonner. Voilà. Se pencher sur des dossiers aussi complexes, c'est inévitablement risquer d'y être englouti. Pour s'y être intéressé un jour, certains s'y sont consacrés pour le reste de leur vie. C'est le cas de Gilles Perrault, avec l'affaire de Christian Ranucci, accusé du meurtre d'une petite fille et décapité en 1976. J'ai écrit Le Pullover rouge dans cette maison. Mon bureau est au premier étage et ma femme pourrait vous dire que 5 fois, 10 fois par jour, je descendais en disant « pas de problème, il est coupable ». Et puis « mais c'est pas possible, il est innocent ». Voilà. Donc je passais de la sensation de la culpabilité, du sentiment de la culpabilité à celui de l'innocence. Et voilà, et petit à petit, je dois dire, l'impossibilité de la culpabilité telle que croit l'établir l'accusation, ça m'a paru évident. Voilà. De Perrois, ça a été un peu le même processus, bien sûr. Comment un adulte qui a des enfants peut-il croire qu'un adulte peut prendre de la josacine? Tout le monde sait que c'est un médicament pour les enfants. Bon, voilà, tout ça ne collait pas, tout ça ne... Sentiment de confusion, voilà, c'est tout. Et puis après, évidemment, les éléments de doute, si je puis dire, se sont accumulés. Et c'est quand on n'arrête pas de se dire « mais c'est pas possible » que là, le doute prospère, bien sûr. Simone Rosès, qui était une ancienne présidente de la Cour de cassation, disait « une bonne justice, c'est une justice qui contente les deux parties ». S'il y a vraiment une justice où elle n'a pas contenté les deux parties, c'est l'affaire de Perrois. À la fois parce que Jean-Marc de Perrois continue à clamer son innocence et parce qu'il y a toujours une douleur légitime de la part des parents d'Émilie des années après, parce que l'affaire n'est pas close. Monsieur et Madame Tanet, les parents de la petite fille, ont préféré ne pas s'exprimer dans le cadre de ce documentaire. Bien sûr qu'on remet en cause la douleur, le deuil, bien sûr. On remue le couteau dans la plaie, si je puis dire. Mais il faut se garder quand même de tout dérapage, enfin. C'est pas parce qu'il y a mort d'un enfant que la justice a le droit de mettre le pied à fond sur l'accélérateur. Non, non, bien sûr que non, ne serait-ce que par respect pour cet enfant qui a droit à ce qu'on condamne le vrai coupable. Ouais, alors je disais que à Nassio, je lui ai indiqué que ce qui arrivait de Grenoble devait être déchargé et puis on mettait le brûleur 1000 kW à la place du 600. J'ai été accueilli dans une entreprise qui avait repris une partie de mon activité. Et donc j'ai retrouvé la profession que j'avais avant. Le travail m'a beaucoup aidé à me remettre en selle. Ça n'a pas été simple. Vous avez de l'alliage zinc dans votre four là, On fait comme ça. Ok, au revoir. Pendant que je travaille, j'ai moins la pensée de l'affaire, puisque lorsqu'il y a moins d'activité, forcément, ma tête est remplie de cette affaire. C'est en permanence. Inlassablement, Jean-Marc de Perrois et ses avocats recherchent un élément nouveau, condition nécessaire au dépôt d'une requête en révision. En 2008, alors qu'ils décident de faire de nouveau des tests sur le mélange josacine-cyanure, ils font une découverte. Souvenons-nous que les experts sont unanimes sur un point.
le cyanure retrouvé dans le flacon empoisonné est un cyanure dégradé, sans quoi le médicament change de couleur comme dans ce flacon de gauche. Il s'agit donc soit d'un cyanure très ancien, soit d'une solution de cyanure chauffée à 50 degrés constants durant 13 jours et qui prend alors une couleur de jus de pomme. Personne n'a jamais expliqué de manière convaincante pourquoi et surtout comment cette solution de cyanure aurait ainsi pu être chauffée. Mais surtout, lorsque l'on introduit en respectant les dosages établis par les experts un cyanure chauffé dans de la josacine, cela provoque un dégagement d'ammoniac, et donc une odeur de plus en plus puissante au fil des heures. Nous avons fait répéter l'expérience 10 fois, parce que nous avons pensé qu'il fallait avoir quelque chose de tout à fait récurrent et quelque chose de tout à fait reproductible. À l'arrivée, nous sommes aperçus que dès le départ, le produit avait une odeur piquante, et nous avons identifié ce produit qui était de l'acide cyanhydrique en décomposition en présence de matière organique. Pour moi, quelqu'un qui ne sentirait pas le cyanure, je veux bien l'admettre. C'est vrai que c'est une odeur. Mais l'ammoniac, c'est pas possible. C'est même dans les produits ménagers désinfectants, il y a des fois de l'ammoniac, tout le monde le sent. Et là, il n'y en a pas énormément. Donc moi, je crois qu'on ne peut pas ne pas sentir l'ammoniac. Tout à fait. En analytique, d'une façon générale, quand les jeunes internes travaillent plus ou moins bien et répandent de l'ammoniac, ils le savent immédiatement. Ils sont... Nous avons voulu vérifier ce dégagement d'odeur par nous-mêmes auprès de Frédéric Marsal, professeur agrégé de chimie à l'Université de Toulon. Non, pour moi, non, c'est pas net. Durant la première demi-heure, l'odeur d'ammoniac apparaît mais n'est pas précisément détectée par tout le monde. Il y a une odeur un peu bizarre, mais moi je sens encore la josacine. En revanche, passé 3 heures... On va ouvrir le flacon 3 qui a été préparé donc il y a 3h15, qui est l'heure à laquelle l'infirmier du SAMU a senti le flacon. Voilà, donc, alors allons-y. On y va. Donc on sent qu'il y a une odeur. Oui, il y a une odeur très puissante d'ammoniac, très piquante. Voilà, très piquante. donc si vous voulez sentir... Voilà. Alors, je crois que il sent effectivement très fort, et puis l'odeur d'ammoniac vous saute à la figure rapidement. Il s'est effectivement écoulé 3 heures entre le moment où, selon l'accusation, Jean-Marc de Perrois a pu mettre du cyanure dans la josacine et le moment où l'infirmier du SAMU a examiné le flacon. Nous, notre métier, si vous voulez, quand on nous apprend notre métier, on nous apprend à observer. Les infirmières, ils servent à observer et à ramener les observations aux médecins, dans l'intérêt du malade. Donc on me montre le flacon, automatiquement je l'ai regardé, j'ai vérifié qu'il était qu'il était homogène, parce que ça, alors tout ça, ça a été déclaré plusieurs fois, et notamment aux gendarmes. Sur le procès verbal, il a été retenu que le flacon m'apparaissait normal. C'est pas ce que j'ai dit qu'il était homogène, qu'il était de couleur normale, quand je l'ai ouvert, il sentait pas autre chose que l'antibiotique. Donc on sait ce qu'on dit, quoi. Si, à 20h30, l'infirmier du SAMU sent l'odeur de la josacine et non de l'ammoniac, alors le flacon n'aurait pas pu être empoisonné avant 17h et Jean-Marc de Perrois serait matériellement innocenté. Cette découverte, non évoquée lors du procès de Rouen, pourrait bien renforcer la thèse d'un empoisonnement ultérieur du flacon. Entendues à Rouen, 2 autres infirmières qui travaillaient à l'hôpital ce soir-là ont elles aussi affirmé que le flacon n'avait pas d'odeur suspecte lorsque Denis Lecointre le leur remet sur le parking de l'hôpital aux alentours de 23h. Alors que quelques heures plus tard, vers 4h du matin, il leur apparaîtrait tourné et dégageant une odeur infecte. Donc à son arrivée à l'hôpital, le flacon aurait été soit encore intact, soit très récemment mélangé à du cyanure avec une odeur d'ammoniac peu perceptible. Assistante de maître Liebman à Rouen en 1997, Valérie Rosano a repris le dossier de Jean-Marc de Perrois et assure depuis la continuité de sa défense. Jean-Marc raconte souvent notre première entrevue en détention, et il me dit « Maître, je suis innocent, vous me croyez ?» Et j'ai la réponse brutale de lui dire ça ne m'intéresse pas, si le dossier le permet, pas de difficulté, on soutiendra l'innocence. Et en fait, c'était vraiment au début du dossier,
Quand j'ai commencé à effectivement le travailler, à connaître M. de Peroy, même s'il faut toujours garder un certain détachement, effectivement, le dossier permettait d'envisager plusieurs hypothèses. Et je pense que les investigations qui ont été menées tout au long de ces 15 années de procédure aujourd'hui, et notamment les dernières expertises qui l'exonèrent de façon définitive, permettent d'exclure totalement sa culpabilité. Donc il n'y a vraiment plus aucun doute là-dessus. La seule difficulté, c'est que la justice le reconnaisse. Voilà. Pour donner un maximum de poids à une seconde requête en révision déposée en 2008, Valérie Rosano fait appel à 2 ténors du barreau. On est arrivé avec Thierry Lévy, nous avions notre broc de Josacine mélangé au cyanure. Et de façon absolument incroyable, mais presque surréaliste, quand nous avons proposé d'ouvrir le pot, alors vous imaginez bien que la chimiste avait pris des précautions quant au transport de ce produit, et on a eu un refus catégorique. Une espèce de couardise collective s'est emparée des magistrats qui étaient là. On s'est dit non, n'ouvrez pas, surtout n'ouvrez pas. Et on a eu presque le sentiment qu'on nous suspectait d'avoir ourdi un assassinat collectif des magistrats chargés de la révision. Enfin, c'était surprenant. Nous, on y avait mis notre nez, on savait à quoi ça correspondait, on leur demandait, est-ce que quand vous respirez ça, cette odeur très particulière d'ammoniac vous échappe? Ils n'ont pas voulu. J'ai dit non, surtout n'ouvrez pas. Et on a compris à ce moment-là, à vrai dire, que notre dossier était mal engagé. Contraints d'examiner cet élément nouveau, les magistrats vont finalement, mais avec leurs propres experts, accepter de constater l'odeur d'ammoniac. Mais la commission de révision, composée en partie par les mêmes magistrats que lors de la première requête, va rejeter la demande d'un nouveau procès. La décision, vous l'avez, vous pouvez la commenter, elle est, je pense, très motivée. La commission a admis que donc la question du dégagement d'odeur était réellement nouvelle. En tout cas, la preuve de ce dégagement d'odeur très rapide, quasiment immédiate après l'introduction du cyanure dans la josacine était réellement nouvelle. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, est-ce que ce fait nouveau est, compte tenu des éléments du dossier, des charges, etc., des circonstances, des faits, était de nature à entraîner un doute sur la culpabilité. Donc là, la commission a répondu par la négative. On peut très bien tout à fait admettre que ce n'est pas le cas. Et sans commenter la décision, on a conclu, c'est comme ça que c'est rédigé, que cet élément nouveau ne remet pas en question le constat. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est ce qui a été jugé. Le constat selon lequel le cyanure a été introduit dans le flacon de josacine avant que la petite le prenne. Parce que la thèse, ça serait que la josacine, le cyanure aurait été introduit avant de transporter le flacon à l'hôpital. Alors on pourrait aussi dire, à ce moment-là, l'infirmière là-bas, elle aurait dû sentir aussi s'il y avait du cyanure, même après coup. Elle n'a rien senti. La commission de révision, elle n'est pas là pour trouver l'hypothèse alternative. La commission de révision, elle est là pour dire si oui ou non, par rapport au procès qu'il y a eu, il y a un fait nouveau qui n'était pas connu des jurés. Nous l'avons établi. Madame Anzani et les autres magistrats qui étaient présents lors de l'expertise ont effectivement senti l'ammoniac. On a tous eu la même réaction, ça pue. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas à se poser la question de savoir qui a fait quoi à la place de Peroy. Il faut réouvrir une autre enquête, faire de nouvelles investigations, réentendre les protagonistes, faire son travail, ce que la justice a peut-être mal fait au départ. Mais en toute hypothèse, on ne peut pas venir dire aujourd'hui que la commission de révision a écarté des hypothèses. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de dire oui, il y a un fait nouveau et de renvoyer devant la cour de révision, ce qu'elle n'a pas fait. C'est tout. La Cour de cassation, sa politique judiciaire, c'est très clair, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien si, il y a à voir, en tout cas, nous, il y a à montrer. Et il faut inlassablement montrer aux citoyens comment on rend leur justice. C'est leur justice. N'oubliez pas que chaque jugement, que ce soit une contravention ou une condamnation en cour d'assises, ça commence par la formule « au nom du peuple français ». Donc le peuple français a le droit de mettre le nez dans la justice qu'on rend en son nom. Donc il faut se battre, il faut se battre.
Si Jean-Marc de Perrois était innocent, peut-on bien mesurer le labyrinthe infernal dans lequel il aurait été jeté? Comment est-ce possible? D'abord, il avait du cyanure, et surtout, il a menti. Voilà le mensonge du départ qui signe sa perte. Ce mensonge va donner un premier pli à l'enquête, un pli qui ne pourra plus jamais être effacé. Soit j'ai menti, je ne peux pas dire le contraire. J'ai pendant 6 heures dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je ne connais pas le cyanure. En fait, j'utilisais du cyanure, seulement le fait de dire que j'avais du cyanure aurait perturbé mon emploi du temps, puisque j'avais un emploi du temps chargé à ce moment-là, et je me suis dit d'une manière un peu grossière, un peu stupide, je vais rien leur dire, comme ça ils vont me laisser tranquille et je vais pouvoir aller travailler. Ce mensonge originel va sceller la conviction des gendarmes et fixer une fois pour toutes l'orientation du processus judiciaire. Il faut rappeler que Jean-Marc de Perrois a toujours obstinément refusé de reconnaître les faits, même quand il en était question au moment de sa libération conditionnelle. Clairement, il préférait rester en tôle que de reconnaître ces faits qu'il a toujours contestés avec l'énergie, aujourd'hui peut-être du désespoir. Et puis, il y a ces éléments matériels. Et puis tant d'autres choses dans le dossier, parce que la preuve de sa culpabilité n'est pas rapportée. Il suffit de relire le roman de gare concocté par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen pour se rendre compte à quel point une culpabilité peut être retenue dans des conditions discutables. Quand vous êtes dans cette machine judiciaire, vous avez toujours beaucoup de mal à vous en sortir. C'est ce que le président Canivet avait appelé la bureaucratie judiciaire, c'est-à-dire que plus personne ne contrôle la machine finalement, et que les différents intervenants, aux stades différents qui sont les leurs, plutôt que de se mettre en contradiction, vont dans le même sens. Il y a une espèce de machine effrayante là qui se met en route et il vaut mieux ne pas avoir affaire à elle, très clairement. Très clairement. Comment saisir ce que la vérité a toujours d'insaisissable? Je rencontre Jean-Marc de Perrois depuis maintenant plusieurs mois. J'ai appris à le connaître. Je suis enclin à le croire lorsqu'il clame son innocence. Depuis 15 ans, il traîne comme un boulet le poids de sa condamnation. Et dans le regard de nombre de ceux qu'il croise, la part de mystère qui existe en chacun de nous est accentuée par l'ombre du doute. Ce qui est clair, c'est que cet homme n'a jamais voulu tuer cet enfant et qu'il ne peut pas s'imaginer se restituer qu'il a tué une enfant. Et je pense que s'il arrivait à se restituer une réalité aussi terrible, je pense que subconsciemment, il doit pressentir qu'il s'effondrerait, quoi. S'il est véritablement innocent, je le comprends. S'il ne l'est pas, c'est un phénomène relativement courant en criminologie qu'on appelle le clivage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est lui-même convaincu qu'il est innocent et est capable de mener le combat de cette vérité-là avec la puissance d'un véritable innocent. Donc ce sont des phénomènes qui existent, qu'on a vus dans 1000 autres affaires. Ça n'est pas parce que quelqu'un vous paraît être d'une grande puissance à se défendre et d'une grande conviction qu'il est forcément innocent. On a 1000 histoires que je pourrais vous raconter et qui prouvent que
des tas de gens très convaincus sont néanmoins coupables. Donc ça n'est pas non plus par ce biais-là et par la force de conviction de la personne qu'on arrive à la vérité. En ce jour du 3 avril 2012, Jean-Marc de Perrois annonce à Jean-Michel Dumay que son recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, motivé sur le fait que des mêmes magistrats avaient jugé la première et la seconde requête en révision, a été jugé irrecevable. Jean-Michel Dumay s'était interdit de rencontrer Jean-Marc de Perrois durant son travail d'enquête. Il n'a accepté de le rencontrer qu'après la publication de son livre et a décidé de ne plus travailler sur le sujet. J'ai un combat à mener, c'est ma vie. Mais il faut que les gens aussi, par ailleurs, mes garçons, Anne-Marie, mes parents, ils ont besoin aussi de paix. Moi, la paix, je ne l'ai pas. Hein. J'aurai la paix quand la justice dira enfin. C'est pas Jean-Marc de Perrois qui a mis du cyanure dans la josacine. C'est pas moi. Faut-il que ce soit celui ou celle qui a fait ça, qui un jour dise voilà comment ça s'est passé pour qu'enfin je retrouve mon innocence? Il y a des gens qui portent de lourds secrets. Non seulement une petite fille est décédée, mais la vie d'un homme a été ruinée. Les lourds secrets, les clés humaines enfouies, les impressions de chacun, les opinions des uns et des autres, dont la mienne, tout cela est subjectif. Et la justice a précisément pour fonction d'aller au-delà de ces subjectivités personnelles. Or, lorsque le doute au terme d'un seul et unique procès ne profite pas à l'accusé, le temps n'apaise rien. Il ne fait que creuser les plaies béantes que la justice, cette administration qui porte le nom d'une vertu, n'a pas su soulager.